été trésorier de la fédération de 80 à 84 et président de 84 à 86. À l'époque, moi, je me rendais pas bien compte de son rôle, hein. Et à me rendre compte du rôle qui pouvait être tenu, mais globalement, quoi. Les centres vivaient très indépendamment les uns des autres. Ce qui a été apporté, c'est vraiment une construction intérieure du réseau des centres sociaux. Et puis, toute l'ouverture extérieure en relation avec les partenaires. Bon, allez, au début des années 80 ou fin des années 70, il devait y avoir 50, 60 centres sociaux. Il s'agissait de développer le réseau. Il y avait des zones sur le département du Rhône qui étaient complètement sans centre social, alors qu'il y avait manifestement place pour qu'il y en ait. Et il y avait place aussi en interne pour une réflexion sur les centres sociaux, c'est quoi? Est-ce que c'est des gros équipements centralisés ou est-ce que c'est des équipements déconcentrés au pied des tours? Ça a fait des débats infinis, ça. Hein. Et il y avait des débats comme ça. Il y avait le débat du champ d'activité des centres, donc arriver à avoir un certain consensus là-dessus. Quelle est la part du culturel et pas du culturel. Il y avait le débat aussi d'accepter la diversité juridique des structures. Il y avait des vraies associations, il y avait des associations dont on pourrait dire qu'elles étaient paramunicipales, hein, quasiment. Il y avait des centres quasi municipalisés, il y avait des centres qui avaient du personnel, caisse d'allocation familiale avec des directeurs caisses. Bon, il y avait pas, on peut pas dire que tout le monde s'aimait là-dedans. Hein. Il fallait faire une démarche pour accepter qu'il y avait une histoire qui était différente et arriver à se présenter ensemble face à l'extérieur. Donc il y avait ce côté-là, et puis il y avait aussi faire face aux difficultés internes qu'on rencontrait. À l'époque, il y avait des difficultés sur les recrutements de directeurs, par exemple. Et bon, ça a amené à une évolution du règlement intérieur de la fédération. C'est-à-dire qu'étaient recrutées des personnes qui n'avaient pas la compétence. Donc à l'époque, il a été institué, mais dans le consensus général des centres, il était institué qu'un représentant de la fédération assisterait aux entretiens de recrutement. Assisterait. Mais c'était tout. Mais ça permettait de faire un garde-fou. De la même façon, il y avait régulièrement des problèmes de trésorerie dans les centres. Il y avait un fonds de trésorerie national, mais pour y faire appel, c'était c'était compliqué. On s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un localement. Ben, on l'a fait, quoi. Donc la fédération aide, conseil. Chaque centre social décide de ses affaires lui-même. C'est écrit en 1963 et je crois que c'est bien d'ailleurs. Ça dure encore. Je suppute. Bon. Et alors, il y avait Mon Dieu, je suis arrivée le 1er avril 1976, s'abrasser autour d'une assemblée générale extraordinaire chargée de proposer aux centres sociaux que la fédération puisse être employeur du personnel des centres sociaux. L'assemblée générale a eu lieu et je crois qu'à 1/3 de voix près, ça n'est pas passé. Donc les centres sociaux avaient du nerf et du tempérament. La fédération allait les contrôler, ils n'en voulaient pas. Alors cette idée était appliquée à la CAF, parce que la CAF, elle avait monté des centres sociaux, elle était employeur du personnel. Et elle trouvait quand même que ces associations qui géraient du personnel, c'était... Bon, donc elle, qui finançait tous les centres, trouvait que c'était plutôt pas mal. Chaque association gère son personnel, les présidents restant les employeurs décisionnaires et l'agent coordonnateur ayant un président qui savait ce qu'il avait à faire en termes d'employeurs. Alors, la Fédération du Rhône, si on finit sur cette histoire d'employeurs, avait quand même grandement contribué à l'établissement du syndicat national des employeurs de personnel au service des centres sociaux. Parce qu'il fallait quand même... parce que c'est vrai que c'était un problème, hein. Chaque association payait son personnel selon... Enfin bon, ils en ont eu le souci dès 1963, mais il n'y avait pas d'obligation obligatoire. Après qu'ils aient créé un syndicat d'employeurs, il y a une convention collective. Un centre social adhère à la fédération en toute autonomie. Point. Et la fédération ne sera pas notre employeur. Deuxième point. Donc la fédération, elle doit trouver son niveau. Elle doit soutenir, elle a son niveau de relation
qui est plus départemental que... Mais pourquoi il y aurait... C'est un peu le truc de la subsidiarité, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en parlent aux centres sociaux, mais c'est exactement ça, dit d'une autre façon, parce que bon, le mot n'était pas sorti. Ça fait la force. Quand je suis arrivée, les choses ne marchaient pas trop mal, chez les uns ou chez les autres. Et est arrivée une période où il y a eu des problèmes dans un centre social, puis dans l'autre, puis dans un, je sais pas quoi, auprès d'un directeur. Résultat, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? On téléphonait à la fédération, venez nous aider, on a des problèmes de comptabilité, on a des problèmes avec un directeur, on a des problèmes avec un personnel dont on n'arrive pas à sortir. Enfin bon, résultat, qui c'est qui arrivait ? C'était le permanent de la fédération qui arrivait. Bon, ben voilà, qu'est-ce qui se passe ? Enfin bon, essayait de démêler les chevaux. Et la fédération a été... a servi de direction provisoire à certains endroits, parce que ça en était là. Et puis, elle était surtout, alors c'est ça que les gens ne se rendaient pas compte, c'est qu'elle était l'interlocutrice auprès des pouvoirs publics. Elle représentait, je ne sais plus combien à l'époque, de centres sociaux vis-à-vis du Conseil général, de l'État, voilà, des services... d'État, disons, et locaux. La région, oui, la région existait à peine encore, elle n'était pas bien en place. Mais surtout le Conseil général, la CAF, et l'État et les communes. Si vous voulez, la fédération faisait le joint entre les pouvoirs publics et les centres sociaux en tant qu'établissement d'animation globale, comme on appelle, c'est ça. Pas mal de choses que j'ai évoquées ont abouti à ce moment-là. A abouti aussi à ce moment-là ce qu'on a appelé la commission départementale de financement, qui réunissait les représentants des caisses d'allocation familiale, du conseil général et l'association des maires, où il y avait un engagement collectif de l'ensemble de couvrir les dépenses d'animation globale des centres sociaux. Et moi, je trouve qu'à l'époque, la fédération, après un long chemin, sont en mesure d'animer cette commission, de rendre un rapport sur quel a été le fonctionnement des centres, sur les besoins futurs, etc. C'était quand même très sain pour les centres, quoi. Et ça, c'était quand même vraiment une assise financière qui était importante. Donc il y a ça qui a débouché. Là, à cette époque-là, il y a eu le démarrage du groupement Rhône-Alpin, qui est devenu l'Urax. À l'époque, il y a une réflexion sur l'opportunité d'avoir des structures régionales et pas seulement des structures départementales. Il y avait des centres isolés qui, à l'époque, étaient rattachés directement à la Fédération nationale. Donc, voilà, il fallait créer le niveau régional. Bon, aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et puis, c'est l'époque aussi, alors là, j'ai plus les dates très précises en tête, de la création de l'atelier de la petite enfance du Rhône. Donc ça, c'est une problématique qui était venue, alors, sauf erreur de ma part, des caisses d'allocation familiale vers 79-80. C'est qu'à l'époque, donc, il y avait des crèches, il y avait des haltes garderies, il y avait des assistantes maternelles, et tout aussi n'était pas du tout coordonné, et il n'y avait aucune visibilité d'ensemble. Donc, la Caisse de Lyon a pris l'initiative, je pense que c'est elle, d'essayer de rassembler des acteurs potentiels autour de la problématique de la garde des enfants en bas âge, et puis de voir ce qu'on pouvait faire en termes de coordination de ces modes de garde, de donner une visibilité sur comment sont gardés les enfants sur le département du Rhône, par commune, par CSP, par tout ce qu'on veut, et puis de mettre en place des méthodes, des outils de suivi et des outils de développement cohérent de l'ensemble. Et autrement, la politique de la ville, ça date de quand ? 80 ? C'est Mitterrand. Hein ? Bon. Et donc, ça a été sacrément mal vu par les centres sociaux. Oui, parce que la politique de la ville s'exerçait sur le terrain des centres sociaux. Donc, les directeurs commençaient à tirer des dents, ça a pris du temps avant qu'ils travaillent en commun. Et puis la politique de la ville finance les centres sociaux, mais finance d'autres associations. Or, les centres sociaux ont toujours été critiqués parce qu'on leur dit « c'est vous qui avez tout le fric ». C'est une structure, il y a un budget, il y a un directeur, il y a un contrôle.
Mais là, le gros truc, là, ces années-là, c'est les associations de jeunes dans les banlieues qui ont fait trembler les centres sociaux. Les années 80-90, c'est bien les années où les banlieues se manifestent. La fédération, elle a essayé de mettre en place il y avait beaucoup de commissions de réflexion et de travail sur comment ça se passe. Alors, il y avait une commission jeune, il y avait une commission politique de la ville, il y avait l'accueil de la petite enfance, parce que ça castagnait aussi les mamans qui amenaient les gosses. Et alors, à l'époque, je pense qu'il y avait, comment dire, l'envie profonde de partager. C'était le partage, je pense, entre les centres. Je pense qu'ils ne l'auraient pas exprimé à l'époque, mais c'est de partager cette ressource commune qui était la fédération pour évoluer ensemble et se positionner vis-à-vis de l'extérieur. Et il y avait, j'ai envie de dire, la créativité. Même si tout le monde n'était pas d'accord, même s'il y avait des personnes qui prétendaient que la fédération devait s'occuper d'elle-même et point terminé, il y avait l'essentiel des centres et tout ça qui, au contraire, étaient contents d'être associés à des projets qui étaient très ouverts sur l'extérieur. Donc la créativité, c'était important. Quand le cadre du centre social lui-même commence à ne plus suffire parce qu'il y a une petite panique, un problème, etc., on se retourne vers quelque chose qui doit avoir les réponses et on trouve la fédération. Et du coup, dans mon imagination, elle était là, quoi. Enfin, je m'étais jamais demandé d'où elle était sortie. Et du coup, ce qui était intéressant là, c'est de voir qu'elle était sortie d'une démarche qui me semble plutôt ascendante, c'est-à-dire que c'est vraiment les centres sociaux qui petit à petit ont généré une structure plus importante qui les a fédérés pour de bonnes raisons, semble-t-il, enfin il me semble. Et puis de sentir aussi toute cette frénésie du débat, j'ai trouvé ça chouette. Ce côté génération spontanée, un peu, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses et comment on va donner un cadre à tout ça. Et il me semble que la Fédé, ce qu'elle a apporté, c'est aussi un cadre, quoi, sur des questions statutaires, sur des questions de fond, sur toutes sortes de questions. Voilà. Dans un autre ordre d'idée, moi, ce que j'ai découvert dans le film, c'est aussi tout le travail, enfin, je le connaissais, mais vraiment, ça a bien été mis en évidence, tout le travail de construction du centre social, de grille des salaires des professionnels, de syndicats employeurs. Et ça, c'est vrai que c'est la fédération qui a pu porter ça. Et c'était important, autant donc dans la construction à l'extérieur, vers tout le travail avec les financeurs, la commission des finances dont le président parlait, l'APER, donc l'atelier Petite Enfance du Rhône dont il parlait aussi, qui sont des entités qui sont reconnues, qui ont fait tout un travail et dans laquelle la fédération a participé. Mais ce que je trouve qui n'a peut-être pas été ressorti, c'est tout le travail de la fédération auprès des habitants bénévoles, la formation des administrateurs, tout ce travail qu'ils ont apporté à la vie associative. C'est une ressource indispensable. Donc nous, notre centre social a vu le jour en 2002. Avant de prendre contact avec la fédération, nous étions une association et on nous avait dit tiens, vous avez le profil d'un centre social. Ce serait plus facile pour vous d'avoir ce label centre social. Et c'est vrai qu'on a bien pataugé. Quand on a fait appel à la fédération, nous n'étions pas encore adhérents, mais elle est quand même venue. Elle a tout de suite répondu à notre appel et ça nous a permis de nous poser. Une fois qu'on s'est tous mis autour de la table avec l'aide des personnes qui représentaient la fédération, qui avaient du recul, ça nous a... Tout d'un coup, on a compris où on allait, qu'est-ce qu'on faisait ensemble. Et de poser les choses sur du papier, des fois, c'est utile. Et ensuite, on a des arguments solides pour convaincre nos élus, parce que nous, nous sommes en milieu rural, et ce n'était pas une évidence du tout à la base. Grâce à elle aussi, on se retrouve entre centres sociaux ruraux. C'est un dialogue qui
que l'on continue avec les habitants aussi. La fédération est aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Donc c'est une dimension aussi qu'on ne peut pas avoir complètement. Bien sûr que sur le terrain, on a des partenaires, nous, centres sociaux, à l'échelle municipale, et départementale aussi, parfois. Effectivement, avoir une fédération départementale, régionale, nationale, ça nous permet d'avoir une visibilité au niveau des pouvoirs publics. Donc c'est très important parce que ça permet du coup de tricoter la politique sociale qui va se faire à tous les niveaux et d'être des interlocuteurs incontournables. C'est vrai qu'on est quand même, la convention avec le Conseil général, ça a été un gros travail de la fédération, donc qu'elle a porté et qui a abouti à permettre des conventionnements entre centres sociaux, Conseil général. Mais voilà, donc c'est tout ce travail de réseau et de porter ensuite une parole d'expert et vraiment qui fait sens parce qu'elle représente 77 centres sociaux, donc X habitants. Et dans le même ordre d'idées, j'étais surprise par exemple de voir que les liens avec la politique de la ville, ils n'ont pas toujours été des évidences non plus. Enfin, ça a même été apparemment très compliqué au début. Effectivement, aujourd'hui, en tout cas moi, la réalité telle que je la connais sur notre terrain, c'est quelque chose de très très conjugué, vraiment qui se conjugue très bien, politique de la ville et travail du centre social. Alors c'est sans doute pas le cas partout. Donc je me dis tiens, c'est intéressant de voir que ça n'a pas toujours été si facile, quoi. Voilà. Et puis on a ce rôle aussi de réseau. C'est vrai que ce soit au niveau rural comme au niveau urbain, on a ce besoin de pouvoir se retrouver avec les autres centres sociaux. On ne le fait pas forcément spontanément. On est sur nos positions parfois assez isolés, notamment en tant que directeur. Et le réseau qu'anime la fédération permet à des centres sociaux sur des zones de pouvoir se retrouver régulièrement entre directeurs. Ça donne là aussi une respiration en temps d'échange, pouvoir échanger sur nos pratiques, sur notre façon de fonctionner, sur des problématiques qu'on peut rencontrer. Et ça, je crois que c'est vraiment fondamental pour pouvoir se sortir du nez qu'on a dans le guidon bien souvent au quotidien. C'est la fédération qui organise des réunions régulières d'échange de pratiques, mais simplement un déjeuner entre directeurs au niveau trimestriel, c'est déjà très important au niveau de notre mode de fonctionnement. Effectivement, je vois la fédération comme une boîte à outils intéressante et un compagnon de route qu'on peut solliciter pour un conseil ou pour une formation. L'image de la respiration est bonne aussi, l'oxygène dont on a besoin parfois, se rencontrer entre pairs est assez régénérant. En revanche, les salariés qui travaillent dans l'association, ça me paraît beaucoup moins évident. Et on doit faire un travail pour les persuader d'adhérer davantage à tout ce que peut apporter la fédération. Il y a un passage de relais qui se fait mal encore entre le conseil d'administration et la direction, où effectivement on voit assez bien l'intérêt de la fédération. En revanche, au niveau des salariés, il manque un petit quelque chose et on a du mal à les pousser à participer à des petits déjeuners, à des formations, etc. Les formations, c'est très vrai. J'ai l'impression que pour vos réunions, on va dire, entre directeurs, c'était la Fédé qui a été le moteur. Nous, on a un contre-exemple, c'est sur Villeurbanne, on avait déjà cette réunion. Et là, par contre, la Fédé est venue, on nous a dit, on peut vous aider. Et la Fédé s'est adaptée à ce qu'on faisait déjà. Et ces démarches, moi, je l'ai trouvé très... C'était pas la méthode, c'était pas eux qui amenaient la méthode, ils adoptaient, ils structuraient des choses qui étaient déjà là et qui marchaient déjà bien, mais qui prenaient beaucoup d'énergie. La complexité avec le fait qu'il y a eu la départementalisation, on a une CAF du Rhône qui se retrouve au même niveau que la Fédération du Rhône des centres sociaux. En tout cas, je pense que les deux sont sur des enjeux différents, mais sans doute complémentaires. Et je trouve que ces dernières années, il y a eu une complémentarité plus forte. On voit plus souvent des actions organisées en commun entre la CAF et la fédération. On arrive à trouver un appui d'un côté ou de l'autre en fonction de nos besoins. Mais c'est vrai que là, il y a une spécificité avec une CAF du Rhône qui reste quand même très présente, avec ses coordinateurs territoriaux qui sont présents à nos côtés, et sans doute
poids du département d'animation de la vie sociale, donc ancien département des centres sociaux à la CAF, en termes de volume, qui est plus important que la fédération. Donc il faut toujours se garder que les rôles soient bien clairs, et ça, c'est important. L'agrément est donné par la CAF, pas par la fédération, en tout cas. Donc c'est quand même un travail au niveau du projet associatif. Le projet associatif qui est à la base de notre stratégie, de notre vision vers l'avenir, c'est quelque chose qui est fait essentiellement avec la CAF, donc peut-être en contradiction aussi avec le rôle que pourrait jouer la fédération par rapport à cet élément assez stratégique d'un centre social. Oui, effectivement, tous les centres sociaux agréés ne sont pas obligés d'adhérer à la fédération. Ce qui m'a étonné aussi dans toutes les présentations qui ont été faites, je n'ai pas beaucoup entendu le mot habitant, la place des habitants. Alors c'est vrai qu'on avait des représentants des fédérations, mais on est aujourd'hui très ancré dans la question du pouvoir d'agir des habitants. Ça a été le rôle du Congrès l'an dernier. Et donc la fédération se positionne beaucoup sur cette question de la place des habitants. Alors je ne sais pas si cette place était moins affirmée ou que la fédération jouait moins ce rôle d'affirmer une place des habitants. Là, c'était l'historique de comment se structurent centres sociaux fédés. Maintenant, je crois que tout le monde est d'accord que la fédé, elle est vue comme un support, un outil. On y pense, enfin c'est naturel. Mais c'est vrai que la question de maintenant ce qu'est un centre social, je pense que Smeda disait vraiment cet intérêt, c'est que c'est le centre social qui bouge là. C'est même plus la fédé qui doit faire quelque chose. C'est notre public change, le bénévolat change, les administrateurs, je suis d'accord avec toi, ils viennent plus. Ce n'est plus l'idée du l'administrateur qui vient, on va dire, ou une associative qui vient pour la vie. Il viendra pour 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après la personne bougera, elle changera d'avis. C'est un côté un peu consumériste, mais voilà, c'est notre société qui fait ça. Je suis assez d'accord. J'ai été étonné de voir que l'histoire de la fédération était traversée par de nombreux débats. C'est plutôt intéressant de savoir que la fédération peut se remettre en cause et peut progresser. Le débat aujourd'hui, c'est peut-être justement qu'il y a peut-être moins de débats et qu'il faudrait le réintroduire davantage, créer davantage d'espaces de dialogue, de rencontres et de débats. La démocratie sans débat n'est pas une démocratie. Olivier et moi, on est un peu issus enfin en tout cas une partie de notre trajet vient de l'humanitaire. Et je crois que c'est pas un hasard si on arrive dans les centres sociaux et qu'on retrouve dans les centres sociaux un petit peu les mêmes valeurs qu'on a pu défendre. Je pense évidemment aux valeurs de dignité humaine, aux valeurs de solidarité qu'on a pu défendre sur un temps de notre parcours à l'étranger et qu'on a envie aussi de défendre ici dans les territoires dans lesquels on travaille. Je suis très attaché effectivement aux valeurs que Stan a décrites, parce que ce sont celles de la charte de la fédération, la solidarité, démocratie et dignité humaine. L'idée effectivement de pouvoir intervenir sur un territoire bien défini et d'avoir au moins dans une certaine mesure la possibilité de changer quelques curseurs et de participer à l'amélioration du vivre ensemble, de la participation des habitants et de la démocratie, c'est absolument passionnant. Je voulais revenir aussi sur la demande du rôle de la fédération. C'est vrai qu'en tant qu'interlocuteur au niveau des financeurs et des pouvoirs publics, elle représente 77 centres sociaux et ce n'est pas rien. Et 77 centres sociaux de différents aspects, c'est-à-dire il y a les centres sociaux ruraux, il y a les centres sociaux urbains, il y a les centres sociaux des quartiers difficiles, des quartiers plus aisés. Et c'est vrai que c'est tout ce travail de la fédération de collecter, de réunir, de faire des débats entre nous, de réunir les difficultés, les facilités des uns et des autres pour porter la parole des centres sociaux, seuls ou avec les centres sociaux. Et ça, la fédération, elle nous permet justement de tenir les règles et de tenir cette utopie qui, quelque part, continue depuis 50 ans.